On se retrouve pour le troisième dossier de votre première conférence des 4 en cardiologie. Dernier dossier progressif avant de passer au petit QCM. Encore une fois, on lit l'énoncé ensemble, on s'en sort des réflexes. Madame V, 44 ans, consulte aux urgences de votre hôpital pour une vive douleur de la jambe droite. Déjà, encore une fois, vous devez être ultra attentif aux motifs de consultation ou motif d'hospitalisation. C'est majeur. J'avais un grand patron, un des chefs à Cochin en cardiologie qui me disait régulièrement le motif d'hospitalisation, la plainte du patient, c'est le début de l'histoire. Pas autre chose, pas l'ECG, pas l'échographie. Le début de l'histoire, c'est docteur, voilà mon problème. Donc toujours, je vous en supplie, partez de là. Douleur de la jambe droite. Douleur de la jambe droite, ça peut être quoi? Un érésipèle, une phlébite, on pense tout de suite aussi embolie pulmonaire, ischémie aiguë de membre, une cause neurologique, de la OMI. D'accord? C'est ça, les réflexes. Ok? Vous êtes en D4, le CNI, ça va être assez rapide pour vous, vous devez avoir ces réflexes. La jambe droite est froide, très douloureuse, avec une douleur cotée à 9 sur 10 par la patiente. 9 sur 10, c'est énorme. Ça, je veux que ce soit clair, le mot de jambe froide aussi doit tout de suite vous faire évoquer un phénomène ischémique, un phénomène artériel. Tout de suite. À l'examen physique, tous les pouls de la jambe gauche sont perçus, alors que le côté droit, les pouls fémoral, poplité et pédieux sont tous abolis. Bon, bah pour ceux qui n'avaient pas compris avec la jambe froide, là, ils sont servis, on a une abolition asymétrique des pouls. Jambe gauche, tout va bien. Jambe droite, les pouls sont abolis, donc on est vraiment sur un problème artériel. Elle ne présente aucun antécédent particulier, vous suspectez donc une ischémie aiguë de membre, et là, on vient vous faire du mal, puisqu'on vous dit tout de suite le diagnostic est suspecté, alors que vous étiez content, vous l'aviez. Première question, quel est le mécanisme le plus probable de cette ischémie aiguë de membre, compte tenu de cette observation initiale? Alors là, cette question, je la trouve super sympa. Pourquoi? Parce qu'elle fait la différence entre ceux qui ont compris et ceux qui ont appris sans comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands types de mécanismes d'ischémie aiguë de membre, le thrombotique, l'embolique, et pour chacune, être capable de faire la différence entre l'artère pathologique ou artère saine. D'abord, est-ce qu'on est plutôt sur un versant thrombotique ou embolique? Là, typiquement, c'est une histoire embolique. On va voir le focus juste après. Une douleur très brutale, une jambe froide, une abolition des bouts asymétriques, très évocateur d'embolique. Et puis, il n'y a pas de raison que cette dame, elle ait une pathologie à type de vascularite ou d'athérome. C'est une femme relativement jeune, de moins de 50 ans, qui n'a pas d'antécédent cardiovasculaire. Donc, embolique, réponse, embolique sur artère saine. Petit focus, deux mécanismes d'ischémie aiguë de membre. Alors ce tableau, maman, moi le soir parfois quand je suis pas bien, je le regarde, je vais mieux, je me remets à sourire, tellement ce tableau est fort, il vous ouvre littéralement les portes de l'ischémie aiguë de membre. Est-ce que cette ischémie aiguë de membre est liée à un phénomène embolique, colonne du milieu, ou thrombotique, colonne de droite? Alors on regarde ensemble un petit peu l'histoire. Prenons d'abord l'histoire d'une ischémie aiguë de membre embolique. D'abord, un sujet jeune, qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, qui n'a pas d'antécédent cardiovasculaire, pas d'artérite oblitérante des membres inférieurs. Une apparition brutale, c'est notre dossier les amis, hein, juste. Une douleur aiguë, sévère, violente, hein, la patiente elle était à 9 sur 10. Une température cutanée locale franchement diminuée. On a dit que la jambe était froide. Les pouls contralatéraux sont présents. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi est-ce que c'est important que les pouls contralatéraux sont présents? Ben, ça signe le fait que sur l'autre jambe, la patiente n'a pas d'artère pathologique, n'a pas d'athérome, n'a pas d'artérite oblitérante des membres inférieurs. Anomalie cardiaque, auscultation au ECG, bon bah ça en fait c'est le point de départ de l'embole, donc il y a un patient qui a de la FA, qui a des troubles du rythme, qui a un infarctus, etc. Ce seront autant de points qui pourront expliquer l'origine de l'embole. On y revient. Facteur favorisant bien sûr les passages en FA, c'est la première cause d'ischémie aiguë de membre en termes de fréquence, c'est la FA. Et enfin, le résultat de l'artériographie du membre inférieur, autrement dit, je pique l'artère fémorale, je monte un guide, j'injecte un peu de produit de contraste à base d'iode et avec des contrôles scopiques, je regarde ce qui se passe au niveau de la jambe. Eh bien, 3 signes évoquant un mécanisme embolique. 1, un arrêt net et cupuliforme du produit de contraste, de multiples défects, des lésions ulcérées de l'aorte à distance. En fait, ce sera encore une fois le point
d'origine de ces différents emboles. Et 3, amputation complète du lit d'aval. Autrement dit, il n'y a pas de collatéralité. La collatéralité, c'est quoi? C'est le fait que j'ai une artère principale obstruée et qu'il y ait tout autour différentes petites artères qui viennent soulager la grosse artère obstruée. Mais ces petites artères-là, elles n'existent pas à un niveau physiologique classique. Elles se créent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle la néoangiogenèse sous différents facteurs, VEGF, EGF, FGF, peu importe, d'accord, qui poussent ces vaisseaux à créer une collatéralité. Le seul souci, c'est que dans un mécanisme embolique classique, comme on l'a chez notre dame, il n'y a pas de raison qu'il y ait une collatéralité, puisque l'artère principale était jusque-là normale. Mais il y a un caillot qui est venu à distance et qui est venu obstruer de manière brutale et complète l'artère. Pas le temps de la mise en place d'une collatéralité. Ok, j'espère que vous avez compris, c'est une notion importante. On passe au deuxième mécanisme, le thrombotique. Un patient plutôt âgé, des facteurs de risque cardiovasculaire, typiquement il sera à OMI, l'apparition elle est beaucoup plus progressive, une douleur plus modérée, une température cutanée diminuée de façon inégale. En général, on a une jambe qui est un petit peu plus froide, mais pas toujours, du tout. C'est beaucoup moins franc que dans le mécanisme embolique. Les pouls contralatéraux sont diminués ou abolis. Ben oui! Si j'ai l'ischémie aiguë de membre au niveau de la jambe droite, au niveau de la jambe gauche, j'ai quand même une artérite des membres inférieurs et donc des pouls diminués. Si jamais je faisais un IPS, index de pression systolique, on va le revoir dans une autre conf, eh bien, j'aurais un IPS franchement diminué inférieur à 0,9. Les anomalies cardiaques sont en général absentes, le patient est en rythme sinusal, et puis deux facteurs favorisants, ça ce sera un QCM agressif, deux facteurs favorisant la thrombose, un, le bas débit cardiaque, typiquement l'infarctus, et deux, l'hyperviscosité sanguine favorisée par la DEC, déshydratation extracellulaire. D'accord? Donc typiquement le sujet âgé un peu déshydraté, qui n'a pas bu, il fait chaud, qui fait l'infarctus, boum, thrombose de jambe. 3 signes à l'artériographie des membres inférieurs, un arrêt irrégulier du produit de contraste, de l'artériosclérose diffuse qui évoque de la OMI, et enfin, l'existence d'une collatéralité, j'en ai parlé. Parce que chez ce patient-là, puisque l'obstruction est plus ancienne, il y a eu le temps à la création de cette collatéralité. Avant de passer à la diapositive suivante, je me permets de vous faire un petit rappel physiopathologique, de bien distinguer la différence entre une embolie et une thrombose, ou embole versus thrombus. Venez pas me parler de caillot. Le terme de caillot, c'est un terme employé par les gens qui ne sont pas en médecine, mais il faut que vous puissiez distinguer embole et thrombus. Thrombus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est au niveau de l'artère malade et que il y a une rupture de la paroi du vaisseau qui immédiatement est une cause d'obstruction locale de l'artère. Donc un thrombus, c'est toujours local. Alors que l'embole, c'est la constitution d'un embole, d'un caillot, qui migre et va à distance obstruer l'artère. Ok? Je pense que cette distinction, elle était importante pour certains d'entre vous. Alors, là, je vous laisserai regarder ça tranquillement. C'est quelque chose qui est dans vos bouquins. Ce sont les causes d'ischémie aiguë de membre, avec la distinction d'étiologie thrombotique ou embolique. Et puis après, est-ce qu'on est sur artère pathologique, sur artère saine, ou pour le mécanisme thrombotique ou pour l'embolique? Est-ce qu'on est à point de départ cardiaque ou extracardiaque, autrement dit artériel ou veineux? Je ne m'étends pas plus, c'est votre cours, mais je me permets de le remettre, comme ça vous l'avez sous la main. Question suivante. En tant que bon clinicien que vous êtes capable d'évaluer a priori les artères possiblement touchées par cette ischémie. Quelle artère suspectez-vous? Alors cette question, elle est très jolie. Les deux artères que l'on peut suspecter ici, c'est l'artère iliaque, l'artère fémorale commune, et cela du fait des pouls qui sont abolis, puisqu'on vous évoquait un pouls fémoral aboli et tous les pouls d'aval. Autrement dit, si le pouls fémoral est aboli, c'est que l'atteinte est soit au niveau de l'artère fémorale commune, soit un petit peu plus haut au niveau de l'artère iliaque, forcément. Ça ne peut pas être plus bas. Justement, rappel d'anatomie indispensable. On regarde ensemble un petit peu l'histoire de l'artère dans la jambe. Vous devez connaître ça par cœur.
parce que, notamment, le Collège des enseignants de médecine vasculaire vous posera à coup sûr 1 ou 2 QCM à viser d'être capable de localiser précisément l'artère touchée. Donc on part ici du carrefour aortique, on est sur l'aorte abdominale, ensuite on descend au niveau de l'artère iliaque externe, artère iliaque externe qui passe sous le ligament crural, hein, vous regardez en même temps que moi, puis donne l'artère fémorale commune qui donne artère fémorale superficielle et artère fémorale profonde, artère fémorale profonde qui donne l'artère poplitée, qui passe au niveau du genou, puis l'artère poplitée se prolonge dans la jambe en donnant en arrière l'artère tibiale postérieure, en avant l'artère tibiale antérieure, et puis se termine à partir de l'artère tibiale péronnière, l'artère dorsale du pied. Ça, par cœur, ce petit schéma, vous l'imprimez, vous le sortez, vous le lisez aux toilettes dès que vous pouvez, vous le mémorisez, on n'en parle plus. Et puis, petit schéma bilan, en fonction de la douleur et du pouls aboli, je suis capable de dire quelle artère est touchée. Douleur dans la fesse, dans les cuisses, le pouls fémoral est aboli, on évoque l'artère iliaque ou fémorale commune. La douleur est plus basse au niveau des mollets et j'ai une abolition à partir du pouls poplité et en aval. Là, il faut évoquer une atteinte de l'artère fémorale superficielle ou poplitée, on l'a vu sur le schéma. Enfin, devant une douleur du pied, si le pouls aboli, c'est le pouls tibial postérieur, évoquez une atteinte de l'artère tibiale postérieure. Ici, c'est le pouls pédieux, évoquez une atteinte de l'artère tibiale antérieure. Assez facile. Encore une fois, faut-il avoir ce joli petit tableau et l'avoir mémorisé. Question suivante, quel examen demandez-vous en urgence pour confirmer le diagnostic? Bon, bah là, je pense que vous avez tous bien répondu, tout du moins je l'espère. Réponse E, aucun examen. On est devant une ischémie aiguë de membre, a fortiori de mécanisme embolique. Aucun examen ne devra retarder la prise en charge. Le diagnostic, il est confirmé, les amis. Le diagnostic est uniquement clinique. Rien ne doit retarder la prise en charge thérapeutique. Question suivante. Quels sont les signes de gravité clinique à rechercher? 1. L'oligurie. Oui, pourquoi? Parce que ça suggère une insuffisance rénale oligoanurique qui peut survenir dans un contexte de rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse qui peut se voir, un rhabdomyolyse, c'est une souffrance, une lyse des muscles striés squelettiques au niveau de la jambe qui peut se voir dans ce genre de situation d'ischémie. Ensuite, autre signe de gravité, douleur à la palpation des masses musculaires qui peut évoquer quoi? Un syndrome de Loge. C'est quoi le syndrome de Loge? C'est le fait qu'il y ait, du fait de cette ischémie, un œdème qui se constitue au niveau de la jambe. Et vous le savez, les muscles sont prisonniers d'une aponévrose qui n'est pas tant extensible que cela et qui crée donc une compression à l'origine de ce qu'on appelle un syndrome de Loge. Quel type de compression derrière? D'ailleurs, petite question des 4. Compression veineuse, capillaire ou artérielle dans un syndrome de Loge? Alors, allez, bah oui, hein. Capillaire, très bien. Ensuite, l'anesthésie à la palpation, qui traduit une souffrance neurologique, tout comme le déficit moteur, dernière réponse bonne, du quadriceps. Question suivante, votre externe qui a un trou de mémoire vous demande de lui rappeler quel est le nom de la classification de gravité des ischémies aiguës de membre. Bon, cette question, honnêtement, je ne la vois pas sortir tel quel le jour J, hein. Le QCM sur les noms propres, moyen hein, quand même, ça c'était un peu trop à l'ancienne, mais tout ça pour introduire la classification de Rutherford, que je pense tombable, et je vous demande de la connaître. Quand je fais des conférences de cardiologie, je suis assez étonné de voir en conf les étudiants qui ne connaissent pas cette classification. Vous êtes en général très peu à la connaître, donc ça c'est pas possible, vous devez la connaître. Classification de Rutherford avec 4 stades que vous voyez là. Stade 1, viable. Stade 2A, discrètement menaçante. Stade 2B, immédiatement menaçante. Stade 3, irréversible. Elle est très jolie cette classification puisque elle repose sur 2 grands types de données. Des données à la fois cliniques, en termes de TRC, temps de recoloration cutanée, de déficit musculaire, de déficit sensitif, et également de l'écho-doppler artériel et veineux. Donc c'est quand même une classification, à mon sens, complète et pertinente. Et puis, c'est quoi l'objectif de cette classification? C'est être capable de conclure d'un point de vue pronostic. Puisque stade 1, le membre est non immédiatement menacé, un traitement médical seul. 2A, 2B, il faut un sauvetage si rapidement traité. Et puis, le stade 3, attention, la sanction, c'est l'amputation. D'accord?
car on a eu des pertes tissulaires majeures avec des dommages neurologiques définitifs, inévitables. Il faut stopper la gravité là, et donc c'est une indication à l'amputation. Très important. C'est donc sur cette classification qu'on pose l'indication à une amputation, et c'est bien décrit dans le collège des enseignants de médecine vasculaire. Pour moi, c'est tombable. Question suivante. Encore un ECG. Je vous en mets, je vous en mets, je vous en mets. L'ECG réalisé en urgence à l'arrivée de la patiente vous est communiqué pour interprétation. Quel diagnostic électrocardiographique faites-vous? Eh bien, on a d'abord un premier diagnostic, là il y a de quoi faire, hein. Un premier diagnostic de fibrillation auriculaire. Et oui, vous voyez très bien qu'en D2, on a une tachycardie irrégulière, hein, AQRS fin. Tachycardie irrégulière AQRS fin sur un électro, c'est de la fibrillation auriculaire. Est-ce qu'on est étonné de trouver de la fibrillation auriculaire? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que c'est le point d'origine de mon embole. Je vous rappelle qu'on est sur un dossier d'ischémie aiguë de membre de mécanisme embolique. Donc, j'ai de la fibrillation auriculaire chez une patiente qui n'était pas anticoagulée, constitution d'un embole, boum, embole par la distance, boum, l'embole se bloque au niveau de l'artère fémorale commune, au niveau de l'artère iliaque, donnant une ischémie aiguë de membre embolique. Ok? Et puis, il y a quelque chose qui vous étonne un petit peu, hein, on a un QRS qui est différent des autres, c'est une extrasystole ventriculaire droite, peu importe le droite, mais en tout cas extrasystole ventriculaire et non pas auriculaire, d'accord? Le caractère droit, là je vous le posais dans ce QCM parce qu'à mon sens ça pourrait être un facteur de discrimination supplémentaire. Comment savoir que l'extrasystole ventriculaire est droite? C'est donc que je vais avoir un aspect de retard gauche sur l'extrasystole, autrement dit un aspect QS, onde QS profonde en V1, V2, V3, comme on pourrait le voir sur un bloc de branche gauche. Ok? Si j'ai une extrasystole avec un aspect de retard gauche, c'est donc que l'extrasystole vient de la droite. Bien, on va revoir ça. Question suivante, le diagnostic d'ischémie aiguë de membre, de mécanisme embolique, à partir du cœur, sur fibrillation auriculaire, semble être le diagnostic le plus probable, c'est ce que je viens de vous dire. Quelles mesures thérapeutiques décidez-vous de mettre en place? Anticoagulation efficace par HNF, alors ça, il faut connaître les doses, les amis. Bolus de 50 unités kilo en intraveineux direct, autrement dit un bolus, puis 500 UI kg par 24 heures en IVSE. Titration morphinique rapide, ça fait super mal. Elle est à 9 sur 10. Aujourd'hui, en France, au 21e siècle, la douleur, ça se traite, les amis. Ok? C'est pas une fatalité. Et on traite les ischémies aiguës de membre par de la morphine. Enfin, revascularisation en urgence par désobstruction de l'artère occlusive via artériographie. Et vous le savez, c'est par une sonde de Fogarty qui permet d'enlever l'embole bloqué au niveau de l'artère. Très bien. Principe du traitement médical, je vous ai remis un petit mnémotechnique, un Victoria danse ça, imaginez une Victoria qui danse un peu comme ça, ok, et vous avez le mnémo. A, anticoagulation efficace, HNF à dose curative, on vient de le voir. A, antalgique IV, morphine, morphine, morphine. V, des vasodilatateurs IV. Torental, praxilène. Alors l'efficacité a un peu discuté, c'est un peu old school, mais en tout cas ça ne peut pas faire de mal. En fait, les détracteurs des vasodilatateurs disent que c'est plutôt inefficace, inutile que délétère. Donc s'il y a un QCM, moi je vous conseille de le cocher, on ne peut pas vous en vouloir. N, le nursing, immédiat et prolongé, ça veut dire qu'on demande à l'infirmière de prendre soin du membre inférieur ischémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit éviter tout frottement. On ne doit pas mettre des pansements adhésifs au niveau de la jambe et puis on va même mettre un arceau pour éviter que le drap soit en contact avec ce membre inférieur. On doit en prendre soin. S, systolique contrôle, contrôle tensionnel. Ça c'est très important. Il faut que la pression artérielle systolique soit contrôlée entre 140 et 150 mm de mercure. Pourquoi? Pour assurer une perfusion suffisante au niveau du réseau collatéral et éviter un collapsus. Une systolique en dessous de 140-150 mm de mercure dans un contexte d'ischémie aiguë de membre va aggraver l'ischémie. Enfin, D, au décours, ne pas oublier antiarrégant plaquettaire, statine AVK, en général pour 6 à 9 mois. Ok? Attention à la phase aiguë, on ne met pas d'antiarrégant plaquettaire. Phase aiguë, on anticoagule, à distance, on met des antiarrégants. Question suivante. Une désobstruction par voie artériographique est alors décidée en urgence. On l'avait d'ailleurs coché à la question précédente. Quelle technique préconisez-vous dans ce contexte? Eh bien, je vous l'ai dit, l'embolectomie rétrograde à la sonde de Fogarty.
Tout le reste, ce sont des indications sur mécanismes thrombotiques, particulièrement sur artères pathologiques. OK? Donc, une technique de désobstruction d'artère occluse sur un mécanisme embolique, l'embolectomie rétrograde à la sonde de Fogarty. Je pique une sonde au niveau de l'artère fémorale, je pique cette sonde de Fogarty dans l'embole, et là, je tire pour ramener l'embole et le sortir du corps du patient. Juste attention pour vous que vous ayez en tête, il ne faut pas tirer trop fort. Il y a eu des histoires racontées où, en tirant assez fort, en fait, l'embole était d'abord remonté, puis était relâché dans la circulation et remonté pour se bloquer un peu plus haut au niveau de l'aorte abdominale. Voilà, on va se passer ce genre de choses. C'est plus pour vous. Le principe du traitement interventionnel, encore une fois, il y a eu un dossier à l'ECN en 2008, d'ischémie aiguë de membre sensitivo-motrice chez un patient qui était en FA et on nous faisait discuter le traitement. Vous avez là tous les mots-clés exigibles qui pourraient être à cocher le jour J de l'ECNI. Je vous laisse regarder ça tranquillement, c'est des choses que vous avez dans vos livres de cours. OK ? Question suivante. Quels sont les signes de gravité biologiques ? Encore une fois, lisez bien les questions, je ne vous parle pas de clinique, je ne vous parle pas d'écho, non, biologique, à savoir rechercher au cours d'une ischémie aiguë de membre. Et bien là, il y a l'hyperkaliémie, l'insuffisance rénale aiguë et l'élévation des CPK. Tout ça rentrant dans ce que l'on appelle la rhabdomyolyse. Ça, je veux que vous l'ayez en tête. Quand il y a une ischémie aiguë de membre, le territoire d'aval est en souffrance, tout particulièrement les muscles striés squelettiques, donc rhabdomyolyse, élévation des CPK. Et le risque, c'est ce qu'on appelle un syndrome de reperfusion. C'est-à-dire que dans tout le territoire qui est en aval de l'occlusion, qu'est-ce qu'il va s'accumuler? D'abord des CPK, dans un contexte de nécrose des muscles striés squelettiques, mais également du potassium. Pourquoi? Parce que le potassium est à plus haute concentration dans la cellule qu'à l'extérieur de la cellule, donc toute lyse cellulaire est à l'origine d'une hyperkaliémie. Et donc lorsque je lève la désobstruction sur l'artère occluse, eh bien il y a un phénomène de reperfusion qui se fait et le potassium entraînant une hyperkaliémie, les CPK sont libérés, tout un tas d'autres toxines en masse dans la circulation générale. Tout ça peut également conduire à une insuffisance rénale aiguë. Pourquoi? Parce que la myoglobine qui peut également être présente au cours de ces processus de nécrose va venir précipiter littéralement dans les tubules rénaux. Juste, il en reste un quatrième signe de gravité. Est-ce que vous l'avez en tête? Biologique, qui n'est pas sur la diapo. Ouais, l'acidose métabolise et non pas l'alcalose métabolique. Très bien. En fait, secondaire essentiellement à l'hyperkaliémie et à l'insuffisance rénale aiguë. Question suivante. Quels examens prescrivez-vous au décours pour faire le bilan étiologique de cette FA? Découverte. Alors ça, c'est un classique. Hein. Il est beau ce dossier. On commence d'une ischémie aiguë de membre. On comprend que c'est un mécanisme embolique qui vient à distance. On voit qu'il y a une FA, autrement dit, on a un point de départ cardiaque lié à la fibrillation auriculaire. Et bien dans la vraie vie, on ne s'arrête pas là. La fibrillation auriculaire, ce n'est pas une fatalité. La question c'est d'où vient cette fibrillation auriculaire. Vous avez vu, on est vraiment sur des dossiers D4 avec des tiroirs qui s'enchaînent comme ça, avec plusieurs étapes dans l'histoire naturelle de la physiopathologie du dossier. Alors d'abord, il faut traquer une hyperkaliémie. Donc la kaliémie doit être systématiquement dosée pour le bilan d'une FA. La TSH plasmatique, pareil, une hyperthyroïdie peut donner de la FA. Échocardiographie transthoracique, il faut faire le bilan de ce cœur. Est-ce qu'il y aurait une pathologie cardiaque qui expliquerait l'apparition de cette FA? Je pense à quoi? Une insuffisance mitrale, un rétrécissement mitral, vous le savez, à l'origine toutes deux d'une dilatation de l'oreillette gauche. Or, la dilatation de l'oreillette gauche est l'un des principaux facteurs de risque de fibrillation auriculaire. Mais je pourrais aussi vous évoquer la CMH, cardiomyopathie hypertrophique, ultra à la mode. ROCO HAS 2011 complété d'une ROCO européenne ESC 2014, ultra à la mode, à mon avis ultra sortable. Je vous rappelle que l'une des principales complications de la CMH, c'est de la FA. Pourquoi? Parce que dilatation de l'oreillette gauche encore. Et enfin, la radiographie du thorax. Pour quelle raison? Ça, en général, c'est moins su. Dans la radio, on se dit ça coûte pas cher. Eh bien, pour éliminer des pathologies pulmonaires. Je vous rappelle qu'une pathologie du parenchyme pulmonaire peut être à l'origine d'une hypoxie,
et l'hypoxie est un facteur favorisant cause de fibrillation auriculaire. Bien.